Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast sociologique. Aujourd'hui, la part du social. Je vais étudier 3 thématiques qui sont les émotions, le suicide, la réussite scolaire, avec de l'ethnologie, de l'anthropologie, un peu d'historique, beaucoup de sociologie et énormément de critiques, parce que ça nous permet, par la sociologie, de voir l'idée de départ, sa réalisation et voir là où ça a foiré. Alors, c'est parti! L'émotion, c'est du psychique, du psychologique, du organique. C'est une manifestation corporelle. Malgré l'apparence, une émotion varie entre une société et une autre. Par exemple, les États-Unis sont très extravertis alors que les peuples asiatiques, surtout le Japon, sont plus dans la réserve et selon les périodes. On n'exprime pas ces sentiments au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Le rapport entre le père et le fils, les émotions du père par rapport au fils ont énormément évolué. Le premier à s'y intéresser, c'est Durkheim. Quelle forme les éléments de la vie religieuse prennent, ça varie selon les peuples. Marcel Mauss a approfondi cette approche avec le deuil, qui est une émotion non spontanée et liée aux circonstances. Bah oui, tu peux être triste que quelqu'un décède, tu peux t'en battre les couilles, mais au moment de l'enterrement, t'évites de le montrer, quoi. Ça met un petit malaise, on va dire. Il y a l'exemple des Balines, par exemple, une ethnie, quand on a peur, on va dormir. La colère chez les Inuits est autorisée pour les enfants et bannie pour les adultes. Voilà, on voit quand même une différence. Nous, la colère, bon, elle est acceptable. La civilisation des mœurs, avec une évolution entre le Moyen-Âge et la Renaissance, les aristocrates doivent être parfaitement maîtres de leurs émotions, un autocontrôle, car ils ont beaucoup à perdre, à utiliser ces émotions, surtout si c'est des émotions guerrières et violentes. Ils peuvent être exclus de la cour. Bon, c'est discutable parce que le XVIe siècle, c'est quand même les guerres de religion. L'aristocratie, elle a beau se tenir le bonbon, la Saint-Barthélemy, c'est pas un camp de vacances. On apprend à dominer ses émotions et ça dès le plus jeune âge. Tu peux plus taper des colères, pleurer, taper des pieds par terre à 25 ans, quoi. Ça pose problème. Donc, il y a beaucoup d'études aussi sur les émotions, sur comment les gens ressentent les émotions. Mais vous devez retenir que l'émotion est construite socialement selon le contexte, le lieu, la période, et que tout cela influence comment on ressent et on vit nos émotions. Maintenant, on va parler du suicide. Ouais, le suicide, c'est la joie. Ouais, c'est la fête. Ce n'est pas de la provocation, c'est un fait social qui a été prouvé par différentes études, dont celle de Durkheim, avec des statistiques et qui montrent que c'est un sujet éminemment social. Le suicide était décrit comme cause liée à la race, mais aussi à l'hérédité et à la contagion. Un phénomène d'imitation de la société démontré par les prédécesseurs de Durkheim. Mais il a démontré la dimension sociale du suicide, Il a montré de toute façon que tout était social. Il y en a plus l'hiver que l'été, que les taux sont différents entre les hommes, plus chez les vieux que les jeunes, plus chez les hommes que les femmes, avec une interprétation plus simple. Comme il y en a plus chez les catholiques que chez les juifs, en ville il y en a plus qu'à la campagne, plus chez les célibataires que chez les mariés. Pour lui, il y a 3 grandes formes de suicide. La première, l'égoïste. La cohésion du groupe décline. Plus le groupe est intégré, plus l'individu a des relations denses. Mais si les liens sociaux sont faibles, l'individu est poussé au suicide. Tout est lié à la densité, à la taille du groupe. La famille et le mariage protègent du suicide. Il y a des démonstrations statistiques pour ça. Anomiques, autre type, lié aux crises économiques qui entraînent un désarroi. Durkheim regarde les taux par rapport aux crises et constate une augmentation dans ces périodes. Les plus touchés sont les plus riches, car moins habitués à être dans la souffrance, dans la sauce, et moins résistants avec la rudesse de la situation, alors qu'un homme qui a déjà traversé moult crises, ça ne lui fait pas peur. On a aussi le suicide altruiste pour des individus fortement intégrés, mais que la pression sociale pousse au suicide. Dans certaines sociétés, quand un grand homme meurt, ses proches et serviteurs le suivent dans la mort. Il y a aussi les suicides d'honneur ou d'autopunition. Voilà, il y a aussi des différences entre les régions et le temps. Louis Chauvel, un sociologue qui va reprendre son travail quelques années plus tard, parce que Louis Chauvel, ses dates de vie sont, je vais vous les dire tout de suite parce qu'il faut que je les retrouve dans mes notes, lui qui a travaillé sur ce sujet, lui qui est né en 67, donc qui a travaillé sur le sujet 90 ans plus tard, il a démontré qu'il y avait quand même des différences, une évolution. La société française est devenue plus urbaine que rurale, donc il y a plus de suicides en milieu rural maintenant qu'à Paris.
De toute façon, quand tu vas vivre à Paris, il faut être à moitié taré, donc tu ne penses pas te suicider quand c'est comme ça. Hein. Déjà, prendre le métro à l'heure de pointe est une forme de suicide. Voilà, la taille de la ville protège, hein, car les campagnes ont drôlement évolué. Hein. De plus, il y a une paupérisation de la campagne. Voilà. La classe d'âge a évolué. Hein, les suicides est maintenant devenu une maladie de jeunes, hein, littéralement. C'est vraiment les jeunes qui se suicident, malheureusement. Et je les comprends, parce que vu la gueule du monde actuel, ça ne donne pas espoir. Certes, il y a le travail de Durkheim, il est remis en cause, mais reste la base de tous les sociologues qui travaillent sur le sujet. Donc il y a des évolutions. Sous Durkheim, il y avait plus de suicidés en ville qu'à la campagne, ça s'est inversé. Plus les vieux que les jeunes, ça s'est inversé. Par l'exode rural, par l'urbanisation de la France où il y a plus d'urbain que de rural, et par une évolution de la société, parce que le jeune est devenu une catégorie de consommation, hein, avant de devenir une catégorie sociale. Hein. L'adolescence a été inventée pour vendre des produits. Hein. Faut être, c'est prouvé. Hein. Les années 50, James Dean et tout ça, Elvis Presley, c'est pour vendre des CD, c'est pour vendre des jukebox, c'est pour vendre des trucs. Hein. Voilà. Donc il y a une évolution, mais le travail de Durkheim reste vraiment la base sur le suicide. La réussite scolaire, avec l'idéologie du don, l'aspect du bon et du mauvais élève, du travailleur et du feignant. Hein. Les résultats reflèteraient l'intelligence, le don, la compétence. Hein. Tout cela relève de l'idéologie. Hein. Faut comprendre que ça a été contesté par les statistiques. Hein. Voilà, hein. Voilà, l'idée du don est au cœur de la politique scolaire. La vraie démocratie, c'est la société qui a pour intérêt général, où chacun collabore dans la mesure de ses forces et ses aptitudes, et assure les tâches communes, où la seule hiérarchie est celle du mérite et de l'utilité. Manifeste des Compagnons, 1918. Voilà, ça, c'est ce qu'il faudrait peut-être remettre dans la tête aux gens, c'est que les gens doivent participer à la société selon leurs aptitudes. Hein. C'est pas vouloir 90% de réussite au bac général et 80% des gars qui vont à la fac. Non, il y a une filière professionnelle. Il y a des gens, ils ont un talent avec leurs mains et ils peuvent te faire des trucs magnifiques. Et il y en a d'autres, c'est des intellectuels. Mais c'est pas une insulte de travailler avec ses mains. Mais bon, on a dénigré les filières professionnelles, ce qui va faire que notre industrie va être dans la merde. Je le vois, mon père qui travaille à l'usine et qui travaille sur des commandes numériques. Ils sont personne. Les salles sont à moitié vides des cours. Il n'y a personne, il n'y a pas de jeunes. Et le peu qu'il y a, il faut le payer cher, très cher. Mais on va faire quoi? On va les produire comment, nos pièces de métallurgie? On va plus les produire, on va exporter. Donc voilà. Déjà, première chose, parce que bon, on doit assurer l'égalité, mais pas l'égalité en baissant le niveau. Ou en nivelant par le bas. L'idéologie du don est encore très forte, on le voit dans les années 40 avec le plan Langevin-Voilon. Dans l'esprit du CNR, pour une société plus juste, c'est avec une démocratisation du secondaire et une justice de l'école. Alors, il y a une étude de l'INED de 62 à 72 sur 17 000 enfants qui permet de voir leur évolution. Il y a des articles d'Alain Girard et d'Alfred Sauvy. Premier constat, inégalité entre les classes et entre rural et citadin. Bah oui, et cette inégalité n'est pas que liée au scolaire. Juste un truc tout con. J'habite dans un village. Le lycée est à 30 km de chez moi. Je dois prendre le bus très tôt le matin, 6h30, si ma mémoire est bonne, oui, 6h30, pour arriver au lycée à 7h30 avant les cours de 8h. Le soir, je dois attendre 18h pour reprendre le bus et je rentre chez moi à 19h. C'est-à-dire que le soir, le temps que je me lave, que je dîne, tout ça, il est 20h quand je peux me mettre sur mes devoirs. Quelqu'un qui habite en ville, le lycée est à côté. Lui, il est rentré à 17h30. Eh oui, il y a une inégalité qui est simplement technique. Hein, il y a des trucs, tout le monde ne peut pas vivre à côté du lycée. Il y a l'internat, il y aura la possibilité de faire mes devoirs entre 17 et 18h, mais voilà. On a aussi, il y a 2 fois plus de bacheliers chez les urbains et 3 fois plus chez les Parisiens. Bah, tu m'étonnes, hein. Tous les moyens sont beaucoup concentrés à Paris. Quand même, Paris a un système et une carte scolaire qui était très forte. Aussi, l'inégalité sociale, la moitié des enfants de cadre sont bacheliers. Et dedans, presque tous font les études supérieures. Pour les employés et les artisans, là, on tombe sur un quart de bacheliers et un cinquième qui font des études supérieures. Pour les ouvriers, on a 12% de bacheliers et 8% en études supérieures. Il y a des raisons économiques et sociales. Déjà, il y a déjà le capital culturel qui n'est pas du tout le même. Je dis pas que les ouvriers sont bêtes, mais tu as plus de chances de lire du Émile Zola dans une famille de cadres que dans une famille d'ouvriers, malheureusement. Je dis pas qu'ils sont bêtes, c'est simplement des habitus et des intérêts, hein, et surtout des centres d'intérêt qui sont différents.
C'est ça qui fait la différence. Et après, il y a la question économique. Parce que les statistiques sont claires. Quand tu travailles en études supérieures, tu as plus de chances de te ramasser que quand tu ne travailles pas. Voilà. Il y a aussi la question du redoublement. Chez les classes, le plus faible taux de bac est aussi lié à cette notion de classe. Les auteurs se sont posés sur ces études et ont montré 3 facteurs scolaires. Quand il y avait un retard, on avait moins de chances d'avoir une carrière scolaire. Là aussi, on a aussi toutes les inégalités qui sont liées au métier. Honnêtement, voilà. Tu as passé ta journée à l'usine, le soir, tu es un petit peu vanné, tu n'as pas trop envie de taper de la haute lecture. T'es juste claqué et usé. T'as qu'une envie, c'est d'aller pioncer. Un agriculteur qui a passé toute sa journée dans le champ, je pense pas que le soir, il a envie de disserter sur de la physique nucléaire. Voilà. C'est là où l'école doit avoir un rôle, c'est-à-dire proposer l'égalité par les compétences. Celui qui travaille est récompensé. Celui qui révise ses leçons est récompensé. Et pas juste on donne le diplôme à tout le monde pour avoir la paix. Parce que les notes sont magouillées au bac. Des professeurs l'ont avoué. Je vous mettrai peut-être des extraits vidéo dans la description. Mais les notes ont été modifiées déjà dès le milieu des années 90. C'est un nivellement par le bas parce qu'il faut un taux de réussite. Ce taux de réussite, waouh, on a 90% de taux de réussite. Bon, qu'est-ce que ça donne? Que les diplômes n'ont plus aucune valeur. Je le vois moi en licence. Il y a des mecs qui passent en licence droit, ils n'ont aucune capacité d'orateur, aucune organisation, aucune technique. Même moi, je suis arrivé à passer en L3 alors que, à cause de ma dyslexie, je fais 5 fautes par phrase. J'ai un niveau d'anglais comparable à un gamin de 4e, un niveau de 5e en français, et je passe. Simplement parce qu'il y a un nivellement par le bas, parce qu'on s'est dit que l'échec scolaire, c'était la pire des inégalités et la pire des injustices. Pas pouvoir faire d'études supérieures, c'est une injustice sans nom. Non. La vraie inégalité, la vraie injustice, c'est quand on nivelle le niveau par le bas et qu'on ment aux enfants et qu'on ne leur dit pas la vérité. Mec, t'es pas fait pour faire des études. C'est pas grave, tu vas faire du travail manuel. C'est pas un drame, tu vas bien gagner ta vie. Un boulanger, en début de carrière, s'il se démerde bien, il gagne plus qu'un professeur. Voilà! Tu vas faire des toits. Ouais, ça va être physique. Ouais, tu vas en chier physiquement. Mais il en faut, Il faut tout pour faire un monde. On a aussi un échec de la politique de démocratisation du secondaire. Il y a divers auteurs qui ont traité sur des études. Il y a énormément... Déjà, il y a eu la loi en 1975 qui a introduit le collège unique. Le problème, c'est que qui dit collège unique dit que on n'a pas un système, nous, en France, comme la Belgique, par exemple, ou en Afrique, où les élèves dès la 5e, s'ils décrochent, qu'on puisse les envoyer en filière professionnelle. De deux, on n'a pas de diplôme à la sortie du CM2, donc on n'a pas un diplôme en sortie CM2, un certificat d'études qui dirait que la personne sait lire, écrire, compter. Donc on a des gens qui arrivent au collège et ça part très mal. Voilà. On a beaucoup d'études qui sont certaines critiquables. Par exemple, Passeron qui fait une démonstration qui repose sur peu de preuves. Voilà. Il n'y a pas de preuves vraiment méthodologiques sur certaines choses. Pour Raymond Bourdon, il y a une égalité de chance, qu'on adopte l'individualisme et que les choix d'orientation dépendent des intérêts. Il y a aussi un écart entre les garçons et les filles. Oui, collège unique aussi pour les garçons et les filles. Je suis désolé, moi après c'est mon idée personnelle, mais c'est tout à fait logique. Un garçon de 13 ans et une fille de 13 ans n'ont pas les mêmes besoins pédagogiques. Pas du tout. C'est pas dire que le garçon est plus bête que la fille ou inversement, pas les mêmes besoins. C'est pas de la discrimination, c'est juste de l'adaptation. T'adaptes un traitement par rapport à l'âge et au sexe. Là, c'est la même chose. Les filles réussissent mieux que les garçons, mais des choix d'orientation sont différents aussi. On peut en tirer un bilan, que ça varie selon diverses dimensions. Mais que vraiment, honnêtement, le collège unique a énormément de défauts et qu'il mériterait d'être réformé et qu'on remette des moyens dans le scolaire parce qu'à un moment, on va arriver avec des gars qui vont arriver au bac qui sont quasiment illettrés. Donc voilà. En conclusion, le social est présent dans tout et par des études, on peut voir des variations selon les gens, selon les lieux, selon le temps et ce qui nous permet de tirer des conclusions.
Mais c'est aussi très important de bien étudier ces chiffres pour essayer de trouver des solutions et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, en comptant les diversités et les points communs entre les gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!